Bienvenue à cette semaine à l'école, Carl Coccaro avec vous, et aujourd'hui je suis seul au micro, mais j'arrive avec un gros épisode. 10 leçons d'un coach de hockey à l'école québécoise, une entrevue avec un jeune auteur qui n'a pas peur d'avoir des convictions, et 3 nouvelles qui forcent à se demander si on a oublié comment être ambitieux pour nos jeunes. Et l'épisode d'aujourd'hui est propulsé par les parcours parents d'aidersonenfant.com, la ressource la plus complète pour accompagner les parents face aux petits et grands défis de la parentalité. Vous êtes prêts? On commence ça maintenant. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents. Être parent, ça demande beaucoup de ressources. Mais peu importe les défis que l'année scolaire amène, saviez-vous que vous avez accès au conseil des spécialistes les plus reconnus au Québec, sans délai d'attente? Les détails sur aidersonenfant.com. La première nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, c'est une nouvelle du Journal de Québec de Maude Larin-Quéran du 13 mai 2026. Yuri Roy, 1 an plus tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand l'ex-ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé une interdiction des cellulaires à l'école, il y a ce jeune garçon-là, Yuri Roy, un adolescent, qui avait fait une vidéo qui était contre l'interdiction des cellulaires à l'école. La vidéo avait eu des millions de vues, entre autres, sur TikTok, et énormément de commentaires aussi, entre autres négatifs, de la part d'adultes qui étaient contre la prise de position de cet ado-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on veut former des citoyens engagés, des élèves qui pensent par eux-mêmes, capables de prendre position. Mais quand un de ces jeunes-là se lève, on a tendance plus à l'écraser. Pas le ministère, pas l'école, mais un peu l'écosystème au complet, la société. Puis le message qu'on envoie aux autres ados, finalement, fais pas ça, prends pas position. Et après ça, on se demande quand même pourquoi notre génération de jeunes citoyens peut être plus passive. On préfère parfois des élèves plus dociles que des élèves solides. Puis je pense que c'est ça le paradoxe qui illustre l'histoire de Yuri. Puis pour les enseignants et les directions qui nous écoutent, la question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement quand un de nos élèves prend une position forte comme ça, publique, puis avec les réseaux sociaux, c'est plus facile que jamais. Est-ce qu'on l'accompagne ou on espère que la tempête passe? Puis la réponse à cette question, on dit beaucoup sur le type d'école qu'on veut construire. La deuxième nouvelle, une nouvelle encore, somme toute, peu réjouissante sur la réussite des garçons. Simplement un article du Manitoba, donc de Radio-Canada, l'émission le 6 à 9 du 13 mai dernier. Puis c'est au Manitoba, donc, où on s'inquiète aussi de la réussite des garçons. Donc, une sous-performance scolaire des garçons par rapport aux filles. C'est un peu en écho aussi au livre blanc de Gabriel Nadeau-Dubois sur le sujet. Retard scolaire généralisé, niveau de décrochage plus élevé, baisse de la représentation masculine à l'université. Puis c'est un constat qui traverse toute la francophonie canadienne, pas seulement au Québec. Donc, arrêtons de seulement nommer le problème, trouvons des solutions, ayons le courage de faire des changements qui vont faire une différence pour nos jeunes garçons et aussi aider nos jeunes filles à réussir. Mais cet écart-là n'a pas sa place, n'est pas normal, n'est pas acceptable. Il faut qu'on s'en préoccupe de façon très, très concrète. Sinon, savez-vous quoi? La semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, on va encore avoir les mêmes maudites nouvelles sur le sujet. Et ma troisième nouvelle, c'est, on en a parlé dans un autre épisode, c'est une petite révolution dans le budget en éducation au Québec. Donc, c'était des mesures budgétaires. Là, souvent, il y avait précédemment 261 mesures budgétaires. Maintenant, il n'y en aura que 37. Donc, c'est la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, qui a annoncé ça. Les détails ne sont pas encore complètement connus, en fait. Il y a des inquiétudes, parce que des fois, les mesures budgétaires permettent de consacrer des sous à certains domaines, comme entre autres à la culture ou l'achat de livres. Donc là, maintenant, ça va être regroupé dans des plus grosses enveloppes budgétaires qui vont servir à beaucoup plus de choses que seulement, par exemple, la culture ou seulement le sport ou seulement l'aide aux parents ou seulement le soutien aux élèves à besoins particuliers. Gardons l'œil ouvert. Les détails ne sont pas connus. Il y a un enjeu aussi de comment chaque école et chaque centre de service scolaire va vraiment bien dépenser l'argent. L'idée, c'est de prendre les décisions plus près de l'élève. Je pense que c'est un constat avec lequel tout le monde s'entend. Mais le diable est dans les détails. Il faudra voir ce qui arrive concrètement. Puis on ne le saura pas avant quelques semaines, quelques mois. Je vous promets de garder l'œil ouvert par rapport à ça. Et en même temps, il y a d'autres articles qui sortent sur la hausse du budget en éducation qui ne couvre pas les frais d'inflation, les hausses de coûts de système. Ça aussi, il y a beaucoup de flou, je trouve. Certains disent que la hausse n'est pas suffisante. D'autres, entre autres la ministre, dit oui, c'est au moins 3 % d'augmentation.
c'est pas clair. C'est pas clair. Gardons l'œil ouvert pour les prochaines semaines et les prochains mois, en espérant que la prochaine rentrée scolaire et le prochain été sera beaucoup moins chaotique que l'été précédent. Alors, vous le savez maintenant, lundi soir dernier, le Canadien de Montréal a battu son adversaire, les Sabres de Buffalo, en finale d'association. Ils font partie maintenant du top 4 des équipes en séries éliminatoires prétendantes à la Coupe Stanley. Personne vraiment ne l'avait vu venir. On voit le Canadien comme étant une force en puissance, mais peut-être pas cette année. Malgré tout, ils sont rendus là. Ils ont gagné leurs deux premières séries en 7 matchs. Mais tout ça a commencé, entre autres, il y a 4 ans. En février 2022, Martin Saint-Louis arrivait derrière le banc des Canadiens comme entraîneur par intérim. Il avait dit ce jour-là en conférence de presse une phrase que j'ai gardée en mémoire. Il dit « Pour moi, ça a toujours été mon rêve d'entraîner dans la Ligue nationale. C'était pas si j'allais le faire, c'était quand j'allais faire ça. » Puis depuis ce jour-là, je l'écoute beaucoup, pas tant pour le hockey, même si je suis un grand fan, mais pour ce qu'il communique au quotidien, pour son leadership, pour sa philosophie. Puis je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que Martin Saint-Louis, c'est tout un coach, puis c'est aussi un grand pédagogue et un grand leader. Il parle de ses joueurs. Quand il parle de ses joueurs, on dirait un enseignant qui parle à ses élèves. Quand il analyse une défaite, on dirait un orthopédagogue qui décortique un échec scolaire. Et quand il construit sa culture d'équipe, on dirait une direction d'école qui bâtit son équipe école. Puis aujourd'hui, je vous propose 10 leçons que Martin Saint-Louis donne à l'école québécoise, sans même le savoir. Vous êtes prêts? On commence ça. Première leçon de Martin Saint-Louis à l'éducation au Québec, le droit à l'erreur. 1er décembre 2025, en pleine conférence de presse, Martin Saint-Louis a fait quelque chose que peu d'entraîneurs font. Il a regardé un journaliste dans les yeux puis il a dit à propos d'une de ses erreurs tactiques du passé, « I look back and I think it's a mistake. So we learn from that. » Je regarde en arrière puis je pense que c'était une erreur, donc j'apprends de ça. Un entraîneur d'une équipe de la Ligue nationale en course pour les séries éliminatoires qui admet publiquement s'être trompé, on ne voit pas ça souvent. Qui revient sur sa propre décision, c'est assez rare. Puis d'ailleurs, il a dit à Sportsnet en 2022, « Self-assessment is probably the biggest thing in growth. » L'auto-évaluation, c'est probablement la chose la plus importante dans la croissance. C'est ça la vraie pédagogie du droit à l'erreur. C'est pas un slogan qu'on affiche au-dessus de tableau. C'est l'adulte qui lui aussi est capable de dire devant les enfants, ben là, les enfants, je me suis trompé, puis voici ce que j'ai appris. Puis tant qu'un prof n'est pas capable de dire ça à voix haute devant sa classe, ben les élèves vont pas croire qu'ils ont vraiment le droit à l'erreur. Parce que les enfants, vous le savez, ils ne croient pas ce qu'on leur dit, ils croient ce qu'on leur montre. Puis l'enseignant qui prend la leçon de Saint-Louis, c'est pas celui qui prêche par l'erreur, c'est celui qui la modèle, l'erreur, et comment il apprend de cette erreur-là. Deuxième leçon, la croissance, l'amélioration continue. Le jour de sa nomination, Martin Saint-Louis a dit cette phrase qui définit toute sa philosophie. « J'ai pas toujours les réponses, mais dans ma vie, je sais que je trouve toujours une manière de m'améliorer. Les réponses sont partout, il faut juste que tu les trouves. » C'est là qu'il faut écouter ce qu'il dit. Pas que les réponses sont là, les réponses sont partout. C'est à toi de les chercher. Ça veut dire que l'apprenant qui s'améliore n'attend pas qu'on lui donne la solution. Il l'extrait du monde par lui-même en cherchant. Puis l'an dernier, en entrevue, il ajoutait « I don't think I've proved myself to be a good coach yet. » Je pense pas avoir encore fait mes preuves comme entraîneur. Un homme qui dirige une équipe en finale d'association qui dit ça, imagine la marge qu'il se donne pour grandir. Puis dans une classe, mais ça change pas mal ce qu'on veut valoriser. On arrête de dire « t'es bon en maths ». On commence à dire « t'es bon pour t'améliorer en mathématiques ». La différence est très, très grande parce qu'un élève qui se sent capable de s'améliorer n'abandonne jamais. Leçon numéro 3, la relation. Saint-Louis a dit cette phrase qui devrait être affichée dans toutes les salles de profs du Québec. Puis c'était en 2022 quand on lui demandait s'il était intimidé d'entraîner les Canadiens de Montréal. Il a répondu « I don't coach the logo, I coach the individual ». Je ne coach pas le logo, je coach l'individu. Le logo, c'est l'uniforme, le groupe, le système. L'individu, c'est l'être humain devant nous, avec son histoire, ses peurs, ses forces, ses raisons d'avoir une mauvaise soirée ou une mauvaise journée. Puis il a ajouté à un autre moment, ce qui complète sa pensée. You have to convince players why they are doing something, not simply tell them to do it. Tu dois convaincre les joueurs du pourquoi ils font quelque chose, pas juste leur dire de le faire. Puis dans une classe, le logo, c'est le programme de formation, c'est le groupe classe, c'est la moyenne. Coacher l'individu, c'est connaître chacun des 28 élèves comme une personne, pas comme une ligne dans un registre ou dans un bulletin. Savoir lequel a besoin de structure et lequel a besoin d'espace, lequel a besoin d'être convaincu et lequel a besoin d'être rassuré. Puis aucune intelligence artificielle, jamais, qui va coacher l'individu comme l'humain peut le faire. Quatrième leçon, la culture. À l'automne dernier, Saint-Louis a dit quelque chose d'humble qui m'a marqué. Il a dit, c'est pas comme si j'étais arrivé puis que j'avais réinventé une culture. Il y avait une bonne culture. On a vraiment défini ça, puis on travaille beaucoup là-dessus.
Il reconnaît qu'il n'arrive pas en sauveur, il arrive en jardinier. Il prend ce qui pousse déjà, il l'identifie, il le nomme et il l'arrose. Dans une école, c'est rare qu'on entende ce discours-là. On arrive souvent en disant ce qui va pas, ou ce qu'on va changer, ou ce qu'on va insuffler. C'est lui, commence par reconnaître les gens qui sont là, le talent, la culture déjà en place, et il travaille avec ça. Puis il a aussi dit, I love my staff because we coach in collaboration and we don't coach in silos. 4 brains is better than 1. J'aime mon équipe d'entraîneurs parce qu'on coach en collaboration, pas en silo. 4 cerveaux valent mieux qu'un. Une école qui fonctionne en silo, c'est une école qui s'épuise. Puis une école qui partage ses cerveaux, bien ça, c'est une école qui gagne des championnats. 5e leçon, l'autonomie. En avril dernier, Saint-Louis a dit au journaliste Arpan Bazou du Atlantic, « When the situation is clear, there shouldn't be any uncertainty. If you can't discern when it's clear, then I'm afraid you can't compete in this league. » Quand la situation est claire, il ne devrait pas y avoir d'hésitation. Si tu ne sais pas reconnaître quand la situation est claire, ben, je suis désolé, tu ne peux pas jouer dans cette ligue. C'est dur, mais c'est honnête. Et c'est exactement le défi pédagogique qu'on a en classe. On veut former des élèves autonomes, mais on les met devant des cadres ultra rigides où ils ne sont jamais capables de juger par eux-mêmes. Étape 1, étape 2, étape 3. Puis on s'étonne ensuite qu'ils ne sachent pas réfléchir face à un problème nouveau. L'enseignant qui prend la leçon de Saint-Louis, ben, laisse de la marge. Il accepte que l'élève hésite, choisisse, se trompe, recommence. Parce que c'est exactement comme ça qu'on développe le jugement, pas autrement. 6e leçon, la rétroaction. C'est lui une métaphore que j'adore. Il l'a livré à Sportsnet en avril 2025 dans une entrevue avec Elliot Friedman. Puis écoutez bien. As a coach during a season, you only have a certain amount of bullets. You got to use it wisely. Every now and then, yes, I'll fire one. Pendant une saison, un entraîneur a un nombre limité de balles. Il faut les utiliser sagement. De temps en temps, j'en tire une. Une rétroaction, c'est comme une balle. Si tu en tires 30 par semaine sur un élève, ben, tu vas manquer toutes tes cibles. L'élève, il ne sait plus quoi corriger en premier, il se ferme puis il décroche. Puis Saint-Louis aussi a fait quelque chose de rare, il s'auto-évalue avant de tirer. Il a dit en 2022, « I still think I need to get better at running a bench. Sometimes I mess up and I tell myself, it's my bad. Self-assessment is probably the biggest thing in growth. » Je dois encore m'améliorer comme entraîneur. Parfois, je me trompe, puis je le dis. L'auto-évaluation, c'est probablement la chose la plus importante dans la croissance. En classe, on s'auto-évalue trop rarement avant de corriger. C'est peut-être ce qui ferait la plus grande différence dans nos écoles. 7e leçon, la passion. Saint-Louis a dit à un journaliste en octobre 2022 cette phrase qui devrait être encadrée dans chaque bureau de direction d'école. « I'm not here because I need this. I'm here because I love it. » Je ne suis pas ici parce que j'ai besoin d'être ici. Je suis ici parce que j'aime ça. Puis ajouté ailleurs aussi, as a coach, especially a youth coach, you have to be careful in pushing so hard that you kill the passion. Comme entraîneur, surtout de la jeunesse, d'enfants, tu dois faire attention de ne pas pousser tellement fort que tu tues la passion. Quand un prof aime profondément les enfants et la matière, ça se sent dès la première minute du cours. Quand un prof a perdu ça, malgré sa compétence, mais ça se sent aussi. Puis la passion, c'est pas un accessoire, c'est tout le carburant qu'un élève a besoin. C'est tout le carburant aussi qu'un enseignant a besoin. Puis la job d'une direction d'école, ben, c'est de protéger ce carburant-là chez ses profs. Pas de le brûler dans des paperasses qui mènent nulle part. Puis si on protégeait la passion de nos enseignants, comme Saint-Louis protège celle de ses joueurs, ben, je pense qu'on aurait l'école qu'on rêve d'avoir. 8e leçon, la pratique réaliste. Saint-Louis a une obsession qu'il a énoncée le jour 1 de sa nomination. Ma philosophie, je te dirais que je coach beaucoup plus sans la rondelle pour les gars qui ont la rondelle. Coacher sans la rondelle pour les gars qui ont la rondelle. Réfléchissez à ça. Il expliquait en français à Radio-Canada, quand je jouais 20 minutes dans la ligue, 20 minutes par match, j'avais peut-être la rondelle 1 minute. Le reste, c'était 19 minutes où il fallait que je joue intelligemment sans la rondelle. 1 minute avec, 19 minutes sans. Mais Saint-Louis entraîne pour les 19 minutes. Puis l'école fait souvent l'inverse. Voici comment inverser en 3 exemples concrets. En mathématiques, au lieu de demander calcul 12 fois 4, essayez, tu organises un souper pour 12 amis, chaque personne mange entre 2 et 4 saucisses, combien t'en achètes? Même multiplication, mais l'élève pratique en plus le jugement, l'estimation, la gestion de l'incertitude. Il pratique pour la vraie vie. En français, au lieu de faire analyser une phrase sortie d'un manuel, essayez donc, écrire une lettre à un auteur que tu aimes, au maire de la ville, à une entreprise que tu aimes, puis on va vraiment l'envoyer. La syntaxe est la même, mais cette fois, il y a un humain au bout de la ligne. Puis ça change tout dans la qualité de ce que l'élève va produire. En histoire, au lieu de faire mémoriser les dates de la Révolution tranquille ou du Moyen Âge, essayez plutôt, tu es un journaliste en 1962, tu couvres la nationalisation d'Hydro-Québec, écris ton article du matin. Ben, l'élève apprend les mêmes faits, mais il les vit comme un humain les vivrait à l'époque. Et il les retient pour la vie aussi.
3 exemples, une seule logique. On entraîne pour les 19 minutes, pas pour la minute de l'examen ou du test. Pour la vraie vie, pour la vraie game, pas pour la feuille. 9e leçon, la persévérance, la résilience. Saint-Louis a dit à ses joueurs dans le documentaire de reconstruction qui est publié sur Crave en août dernier, « I'm telling you right now, the game, life, sometimes it's not fair. You just gotta fucking keep pushing. » Je vous le dis, le hockey, la vie, parfois, c'est pas juste. Vous devez juste continuer à pousser. Puis ce qui me frappe dans cette phrase-là, c'est pas le mot vulgaire en anglais qui est utilisé, c'est que la résilience, pour lui, c'est pas une émotion, c'est une action. Pas un sentiment qu'on attend, un geste qu'on pose à tous les jours. Mais Martin Saint-Louis a aussi raconté d'où ça lui vient. En octobre 2024, à Radio-Can, il a dit « Ma mère, elle m'a bâti mon côté mental. Le monde disait que j'étais trop petit. Ma mère, c'était toujours « Fais-toi-en pas, Martin, tu vas leur montrer. » Elle a bâti ma confiance. « Fais-toi-en pas, Martin, tu vas leur montrer. » C'est ça, la résilience. C'est pas une compétence qu'on enseigne entre 2 ateliers du jeudi après-midi. C'est une voix qu'on plante dans la tête d'un enfant pendant des années jusqu'à ce qu'elle devienne sa propre voix. Puis à l'école, on a aussi ce pouvoir-là. Quand une enseignante regarde un élève qui doute de lui, qui lui dit « Fais-toi-en pas, tu vas y arriver », elle est en train de bâtir son côté mental. 10e et dernière leçon de Martin Saint-Louis à l'école québécoise, se voir réussir avant de réussir. En avril 2025, à Sportsnet, il a livré une phrase qui devrait être enseignée dans toutes les écoles du Québec. I believe you can convince your brain that you're going to do certain things and your thoughts become your actions. Tu peux convaincre ton cerveau qu'il va faire certaines choses et tes pensées deviennent tes actions. C'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroscience. Les athlètes olympiques l'utilisent depuis 30 ans et la recherche est claire. Les athlètes qui visualisent leur performance avant la compétition performent mieux que ceux qui n'y pensent pas. Puis pour un élève, ça veut dire quelque chose de très, très concret. Avant un examen, avant une présentation orale, en début d'année, on se ferme les yeux, on se voit calme, on se voit lire la première question, comprendre, répondre, on se voit traverser. Pas de se voir réussir à 100%, se voir gérer, se voir respirer, faire tout ce qu'on a entraîné notre cerveau à faire. Pour un prof, c'est exactement la même chose aussi. Avant d'entrer dans la classe le lundi matin, on prend une minute. On se voit accueillir les élèves un par un. On se voit gérer son énergie, l'énergie de ses élèves. On se voit donner sa première consigne avec calme. C'est exactement ce que Martin Saint-Louis fait avant chaque match et c'est probablement pour ça qu'il a l'air si stable derrière son banc. La visualisation, c'est pas un truc de gourou, c'est ce que tous les grands athlètes font et qu'on n'apprend pas tant que ça à nos élèves au Québec. Puis Saint-Louis ne demande pas seulement à ses joueurs de faire le bon jeu, il leur demande de voir le jeu se faire avant qu'il arrive. C'est la différence entre un robot et un athlète. C'est aussi la différence entre un perroquet et un apprenant. 10 leçons, un seul homme, une seule philosophie. Martin Saint-Louis a déjà dit, quand on lui demandait ce qu'il voulait laisser comme legs, « To leave the team in a better position than when I arrived ». Laisser l'équipe dans une meilleure position que quand je suis arrivé. Question simple, question terrible aussi pour chaque adulte qui passe une année dans une classe d'enfants. Est-ce que je vais les laisser dans une meilleure position que quand je les ai rencontrés en septembre? Pas leurs notes, là. Eux, les jeunes. Puis lundi soir, Martin Saint-Louis a gagné sa finale avec tous ses joueurs. Puis tous les jours dans nos écoles, on a la chance aussi de gagner ces finales. La prochaine fois que vous regardez une conférence de presse de Martin Saint-Louis, écoutez-le comme un pédagogue. Vous allez entendre des choses que les programmes de formation disent pas tout le temps. Puis je vous dis, ramenez ça en classe. Les jeunes aiment le hockey, aiment le Canadien de Montréal. Puis si vous pouvez utiliser Martin Saint-Louis en classe demain matin, vous allez voir, vos jeunes vont être vraiment contents de ça. Notre prochain invité a écrit les mots du premier ministre du Québec avant même d'avoir 22 ans. Et depuis, il a publié 3 livres sur l'identité, le nationalisme et la crise de notre civilisation. C'est l'un des jeunes penseurs les plus percutants au Québec en ce moment. Étienne-Alexandre Beauregard, bienvenue à cette semaine à l'école. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Étienne-Alexandre, on commence à te connaître de plus en plus dans l'univers médiatique québécois. Mais comment est-ce que tu te présentes à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois? Écoute, moi, je dirais en 2 secondes, je suis, comme tu l'as mentionné, auteur. J'ai écrit 3 livres sur les questions politiques au Québec, en Occident. Je suis aussi chercheur à l'Institut Cardus. Donc, on est un institut de recherche basé à Ottawa qui fait de la recherche sur les politiques publiques, sur toutes sortes de sujets, notamment l'éducation. Puis bon, comme tu dis aussi, j'ai un peu un arrière-plan en politique plus partisane quand j'ai travaillé avec le premier ministre. Mais ça, c'est une époque de ma vie qui est derrière moi maintenant. Oui, mais je vais creuser ça une seconde, là. Qu'est-ce que tu faisais exactement au bureau du premier ministre du Québec? Moi, j'étais rédacteur des discours et conseiller à la planification stratégique. Fait, grosso modo,
les allocutions du premier ministre quand il avait parlé pour annoncer un programme X ou Y, ou dans des contextes un peu plus informels, par exemple pour rencontrer des citoyens dans une région donnée. Puis l'aspect planification stratégique, c'est vraiment comment est-ce qu'on envisage l'action du gouvernement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on présente notre action aussi? Fait que vraiment ce côté-là très politique, là, proche du PM. Donc. J'imagine qu'on va redécouvrir un peu à travers tes réformes ce qui a façonné le Étienne Alexandre d'aujourd'hui. C'est quoi ton souvenir de l'école primaire, secondaire? Est-ce que tu en as un bon souvenir? Est-ce que tu as des moments marquants? Bon souvenir, moins bon souvenir aussi, parce que, tu sais, bon, moi, j'ai toujours été un nerd, j'ai toujours été relativement bon à l'école. Puis, je pense que c'est un peu une difficulté aussi d'accommoder aujourd'hui ou de faire une place pour les élèves qui sont pas dans le cheminement général, tu sais, ou qui ont plus de facilité ou plus de difficulté. Je pense que c'est un peu le même problème des deux côtés. Puis bon, moi, j'étais plus un extrême. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu une relation un peu complexe avec l'institution dans la mesure où j'ai toujours l'impression que j'ai appris davantage, par exemple, quand je pouvais lire par moi-même, quand je pouvais faire certaines choses qui n'étaient pas toujours ce qui était prescrit dans le cursus. Puis tu vas le voir dans les réformes que je vais proposer. Moi, je pense qu'on a besoin de niveler vers le haut un petit peu parce que les élèves qui s'ennuient puis qui trouvent pas une place à l'école, je pense qu'il y en a beaucoup. Puis j'ai l'impression, des fois, je me demande en fait si on en fait assez pour ces jeunes-là. Pierre-Alexandre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le téléphone a encore sonné. Il y a le premier ministre au bout du fil qui t'annonce qu'il te donne le poste de ministre de l'Éducation pour les prochaines 24 heures. Puis là, t'en reviens pas. Le troisième fois qu'on t'appelle pour rendre service à la nation, tu te rends au bureau, il est 8h30. Puis là, tu connais déjà la place, t'es allé souvent, t'es un peu comme dans tes souliers. Ta gang politique, les journalistes au bord de la porte, tout le monde attend de savoir ce que tu vas faire et tu as le pouvoir de le faire, ça commence maintenant. Tu fais quoi? Ben moi, quelque chose que j'ai défendu depuis longtemps, même quand j'étais à la relève de la CAQ d'ailleurs, c'est l'idée d'avoir un cursus des grandes œuvres en français, dans ce qu'on doit lire. Puis moi, j'ai toujours été un peu critique de ce qu'on nous fait lire à l'école, parce que des fois, puis ça, c'est tellement partout, puis il y a tellement de gens qui m'en parlent, mais de faire lire des livres anglais traduits dans les cours de français, puis pas toujours des livres qui sont des grands classiques non plus, ça m'a toujours fait de la peine, parce que quelqu'un qui croit tellement à la culture générale, puis j'ai l'impression que c'est peut-être moins valorisé que ça l'a déjà été. Puis je me dis, si même l'école abdique dans son rôle de construire cette culture générale-là, de construire ce référent commun aussi aux grandes œuvres, que ce soit la littérature québécoise ou la littérature française, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se perdrait. Mais ça ressemble à quoi, cette réforme-là des grandes œuvres? Concrètement, en classe, c'est quoi la différence? La différence, c'est dans ce qui est enseigné. Par exemple, dans les cours de français, on s'entend, on travaille beaucoup avec des livres, etc. Puis bon, je sais, quand le ministère impose quelque chose, c'est toujours impopulaire. Puis je m'en souviens, quand on l'avait proposé avec la relève, là, il y avait un backlash de fou en disant « Oh là là, mais là, ça veut dire qu'on pourra plus décider qu'est-ce qu'on enseigne, etc. » Ça veut dire que tu vas pouvoir notamment avoir une grande banque de livres, mais des livres qui ont un apport reconnu à la littérature, qu'on se dit hey, ça, c'est important d'avoir lu ça dans sa vie. Moi, je pense que ça existe des œuvres, oui, qui sont meilleures que d'autres, qui ont laissé une trace, que ce soit Dumas, Victor Hugo, Claude-Henri Grignon ici, Gabriel Leroy, toutes ces œuvres-là, elles existent. Puis malheureusement, j'ai l'impression que, notamment ma génération, on les connaît pas autant qu'on devrait parce qu'il y a une petite transmission qui s'est perdue en cours de chemin. Ça fait aussi partie du mandat de l'éducation, à mon sens, que de transmettre un bagage culturel, un bagage de civilisation qui a une valeur. Puis d'ailleurs, ça, il faut quand même le mentionner, le nouveau cursus de français que le ministère de l'Éducation est en train d'implanter, là, comme M. Drainville était là. Il y a cette idée aussi d'apprendre la langue à travers la culture, à travers les œuvres. Je pense que c'est pas juste des livres dans leur cas, il y a aussi des chansons, etc. Mais bref, ça me semble être un pas dans la bonne direction, certainement. De dire que c'est aussi comme ça qu'on apprend la langue, pas juste à travers les règles de grammaire, par exemple, qui sont très rigides. Si je regarde, moi, par exemple, à titre personnel, c'est en lisant que j'ai appris à écrire. C'est pas en lisant un Becherel, tu sais. Fait que je pense que si on est capable de rendre ça un peu plus interactif, on gagne aussi parce que transmettre la culture, c'est tellement important. Tu dis quoi aux parents ou même aux enseignants qui se disent « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais ça amène quoi? Ça amène quoi dans une vie que d'avoir lu Gabriel Leroy, Victor Hugo, Molière quand on gradue? C'est quoi la part de ces grandes œuvres-là dans le cheminement d'une vie? Ben, de voir, je pense que les grandes œuvres ont beaucoup à nous dire sur la nature humaine parce que on s'entend des grands livres, là, puis pas que de la littérature française, des trucs comme Dostoïevski, etc. Ça en dit long sur la manière dont on réfléchit, sur notre rapport à la morale. C'est toutes des choses qu'on apprend aussi pour mieux se connaître nous-mêmes, mais aussi pour connaître la civilisation et le bagage dans lequel on grandit. Moi, je pense que c'est tellement important. Tu sais, d'une certaine manière, c'est comme de faire de l'histoire, là. Il faut savoir aussi dans quelle communauté on s'inscrit, c'est quoi notre rapport au monde, quelles œuvres, quelles valeurs ça a véhiculé, comment est-ce que on est un peu des héritiers de ça
comme Québécois, comment ça a marqué ce qu'on est aujourd'hui. Si on coupe complètement ça juste pour aller dans seulement la compétence brute, seulement l'utilitaire, je pense qu'on va perdre quelque chose de fondamental de l'éducation qui veut aussi ouvrir les horizons, qui veut aussi montrer une forme d'histoire, une forme de tradition dans laquelle on s'inscrit là, sur le plan culturel. OK, c'est intéressant. Grosse réforme. Il y aurait sûrement un peu de réticence à gauche et à droite, mais c'est intéressant. Est-ce que tu as une autre réforme à proposer? Il y en a toujours quand on réforme, n'est-ce pas? Exactement. Le dicton, là, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, s'applique toujours en éducation parce qu'il y a toujours un groupe, à tort ou à raison, qui se trouve brusqué par des changements qu'on veut apporter. Puis des fois, c'est un moteur, ça devient malheureusement un moteur de l'inertie. Là. Je veux dire, ça fait qu'on ne fait pas grand-chose. Mais réforme intéressante. Est-ce que tu en as d'autres à proposer? Ben, je vais t'en donner une deuxième. Puis ça, c'est assez récent que je m'intéresse à cette question-là, parce que bon, puis d'ailleurs, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu m'as invité. Mais avec mon employeur, donc l'Institut Cardus, j'ai commencé à faire de la recherche sur la structure du réseau d'éducation au Québec, notamment la place des écoles autonomes, que certains appellent privées. Puis moi, quelque chose qui m'a un peu scandalisé quand je l'ai découvert, c'est que depuis 2008, le ministère de l'Éducation ne permet pas à des nouvelles écoles, par exemple, que oui, il n'y a pas de nouveaux permis aux écoles. Exactement, pas de nouveaux permis. Donc, si je lance, par exemple, une nouvelle école qui respecte tous les critères du ministère, là, je respecte le programme de formation québécoise et tout, les parents peuvent s'inscrire à mon école, mais n'auront pas la subvention qui vient avec. Ça, je pense que honnêtement, à l'époque, aujourd'hui, on a une politique comme ça qui restreint l'offre, en vrai. Je sais pas exactement qui ça sert, mais je pense pas que ça sert les élèves parce que, justement, d'avoir une pluralité d'options pour répondre à une pluralité de besoins, moi, je pense que c'est positif. Et surtout, à une époque où, il faut le dire, là, les classes explosent. Puis, il y en a des écoles autonomes qui pourraient vous parler de leur liste d'attente qui est bien plus grande que le nombre de places qu'ils ont. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'utilité vraiment de restreindre artificiellement comme ça l'offre. Puis je pense que si on le permettait, mais là, on pourrait voir justement émerger des nouveaux projets, des nouvelles pédagogies, de nouvelles manières, puis ça enrichirait l'ensemble du réseau de l'éducation. Oui, c'est bon pour ces élèves-là, puis c'est bon pour ces écoles privées autonomes-là, mais c'est le système public qui paie les frais d'avoir cet épurage-là de bons élèves. Tu réponds quoi à un commentaire comme celui-là? Ben, je pense que c'est un peu limité de voir uniquement, de se dire les écoles autonomes, c'est juste pour les bons élèves ou pour les risques, etc. Alors que ça se fait un peu tous ceux qui n'ont pas cette chance-là qui se ramassent dans le public. Je pense que la réalité est beaucoup plus complexe. D'abord parce que au Québec, puisqu'on a parmi les écoles autonomes qui sont les mieux financées, c'est très accessible pour la classe moyenne. D'ailleurs, si on coupait les subventions, c'est là que ça deviendrait ultra élitiste. Là. Ouais. Si ça coûte 20 000 par année plutôt que 5 000 pour envoyer ton enfant dans une école autonome, mais là, il y a un vrai clivage de classe qui arrive, par exemple. Mais aussi, et surtout, je pense que les écoles autonomes ont maintenant démontré que ce qu'elles font, c'est d'abord de l'innovation, c'est d'abord d'être capable d'amener d'autres apports pédagogiques à l'offre globale qu'on a au Québec, et pas seulement sur le mode de l'enrichissement, sur le mode de ceux qui ont déjà une réussite scolaire. Moi, je regarde souvent un exemple qu'on m'a appris et qui m'a vraiment impressionné, celui du Collège Champigny à Québec, où le secondaire peut se faire en 5 ans, comme le veut la norme, mais aussi peut se faire en 4 ans. Par exemple, si vous avez plus de facilité et que vous voulez un arrangement, ben, peut aussi se faire en 6 ans. Et pas juste en faisant redoubler, avec un arrangement de cours, avec un accompagnement particulier, qui fait en sorte que, justement, pour ceux qui ont plus de difficultés, ben voici un appui supplémentaire. Ça, des initiatives comme ça. Puis on pense aussi, là, quand on pense, par exemple, aux arts-études, aux sport-études, au programme d'éducation internationale, beaucoup de choses qui sont arrivées dans le public parce que ça existait déjà dans le réseau autonome, qu'on voyait qu'il y avait une attirance pour ça, autant chez les élèves que chez les parents. Puis qu'il y a eu une saine émulation à ce niveau-là. Puis là, je pense que, d'ailleurs, le palmarès du Journal de Montréal l'a montré dernièrement, il y a de plus en plus d'écoles autonomes qui accueillent des grands nombres d'étudiants à besoins particuliers, les fameux EHDA, n'est-ce pas? Parce qu'ils mettent en place des initiatives particulières pour répondre à ces besoins-là. Je pense que c'est super sain. Que plus on va avoir d'innovations comme ça, plus c'est l'ensemble du réseau qu'on va y bénéficier parce qu'on l'a déjà vu par le passé que quand il y a une innovation qui naît quelque part, le reste du réseau peut l'adopter. Je pense que si on allait restreindre cette capacité-là d'innovation qui, au final, finit par avoir des avantages pour tout le monde, on perdrait quelque chose tous, même les élèves qui ont plus de difficultés, même les élèves qui viennent pas de milieux favorisés. Tu dis finit par avoir des avantages pour tout le monde. Je doute un peu. Pour tout le monde qui en fait partie. Mais il y a quand même un impact. Non, mais qui aille, par exemple, de l'art-étude ou du sport-étude au public, c'est pas un accident, puis c'est pas seulement un avantage pour les gens qui vont au privé. C'est ça mon point. Je veux dire que quand il y a des nouvelles innovations qui naissent à cause de l'autonomie supplémentaire dont les écoles autonomes bénéficient, ensuite, ça tend à se généraliser quand c'est plébiscité, par exemple, par les parents, par les élèves. C'est comme ça que, effectivement, dans le temps long, ça bénéficie de l'ensemble du réseau. Est-ce que tu irais jusqu'à
faire en sorte de diminuer les coûts d'accès à l'école privée, par exemple en augmentant les subventions gouvernementales pour qu'il y ait un plus grand bassin et plus de moyens pour ces écoles-là? Moi, je pense que ça pourrait être absolument une solution. Puis là où j'ai un problème, par exemple, avec le plan du groupe École Ensemble, qui est le lobby principal contre les écoles autonomes, qui est très vocal, dont le plan a été adopté notamment par Québec solidaire, défendu par beaucoup de gens à gauche aujourd'hui, c'est qu'eux disent on veut des écoles privées 100% subventionnées. Sur le principe, il n'y a rien de mal. Oui, parce que c'est un principe quand même de choix et d'autonomie locale. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ça vient avec l'abolition du choix. Parce qu'on veut les transformer en écoles de quartier, puis en disant qu'on va dessiner des bassins autour, que c'est ces élèves-là qui vont aller là, qui n'ont pas la capacité de changer. Et moi, je pense que si on abolit le choix, même à l'intérieur du réseau public, soit dit en passant, bien là, on perd vraiment quelque chose d'essentiel. Parce qu'on parle beaucoup, on dérive un peu, mais on parle beaucoup de la question de la ségrégation, etc. Ouais. Mais les exemples internationaux, notamment aux États-Unis, nous montrent que de choisir son école en déménageant dans un code postal en particulier, parce qu'on sait que l'école est meilleure, ça crée une ségrégation qui est bien plus perverse, parce que c'est pas mal plus facile de s'inscrire dans une autre école publique que de déménager dans un quartier riche, puisque l'école publique y est meilleure et qu'on peut pas y accéder autrement. Et qu'il y a toujours des alternatives, des trade-offs, là, comme on dirait en anglais. Absolument. Je m'excuse d'utiliser l'anglicisme, mais il y a pas de solution parfaite. Puis moi, je pense que si on abolit complètement le choix, incluant à l'intérieur du réseau public, on fait une erreur là, même monumentale. J'ai une mauvaise nouvelle. La journée est terminée. Et là, le premier ministre a appelé en disant « Écoute, ta journée est terminée. T'es allé faire le tour d'une école, le tour d'une classe, serrer des mains, prendre des photos pour les Kodak. Tout le monde est parti, les lumières sont éteintes. Puis tu dis, je vais laisser un mot au tableau pour les jeunes quand ils vont revenir le lendemain matin. Qu'est-ce que tu écris au tableau pour les jeunes? » Je pense que je dirais, n'ayez pas peur de rêver grand. Tu parlais d'ambition là tout à l'heure. Je pense que c'est important d'avoir encore de l'ambition en éducation, puis de dire que le bagage qu'on va chercher, notamment quand on est à l'école, il faut que ça soit un peu une espèce de fusée pour se propulser loin puis atteindre nos rêves après, que ce soit pas juste le minimum nécessaire pour fonctionner en société puis sur le marché du travail. Étienne Alexandre Beauregard, merci beaucoup. Merci à toi, Carlo. C'est une chose que je retiens de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que l'école au Québec en 2026, elle a besoin d'ambition. Pas de bruit, pas de réformes spectaculaires, pas de slogan, juste d'ambition. Comme Martin Saint-Louis qui va dire à un joueur « Tu peux jouer dans la ligue, mais il va falloir que tu lises le jeu un petit peu mieux que ça. » Ou l'ambition qu'on doit avoir, nous, pour chacun de nos enfants, pour chacun de nos élèves, croire qu'ils peuvent aller plus loin que ce qu'on leur demande aujourd'hui. Parce que les jeunes qu'on n'ose pas pousser, c'est aussi des jeunes qu'on n'ose pas croire capables d'apprendre. Et ça, c'est la pire des bienveillances. Merci à Étienne Alexandre Beauregard aussi d'avoir accepté de venir s'asseoir avec nous. À 25 ans, 3 livres au compteur, des discours de premier ministre derrière la cravate. On a la chance d'entendre un penseur qui n'a pas peur d'avoir des convictions, même celles qui dérangent. Merci aussi évidemment à Martin Saint-Louis, sans qu'il le sache, pour les 10 leçons qu'il donne à l'école québécoise. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a allumé, ça a allumé quelque chose en toi, fais-le moi savoir. carlo@grandpossible.com. Allez voir notre page web grandpossible.com/balado. Abonnez-vous à l'infolettre, laissez-nous un commentaire, laissez 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Ça fait une grande différence. L'épisode d'aujourd'hui était propulsé par les parcours parents d'aidersonenfant.com, la ressource la plus complète pour accompagner les parents face aux petits et grands défis qu'on vit tous au quotidien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos élèves, prenez soin de votre ambition. Go Habs Go. Bye tout le monde.